Bonjour, bonne rentrée à tous. Un peu en retard pour ma part, j'ai décidé pour ce nouveau chapitre de faire un chapitre autour de la morale qui nous permettra en même temps de lire un texte qui vous sera utile pour l'oral de rattrapage du bac, qui lui aura lieu dans des conditions tout à fait classiques et auquel il me semble pertinent de commencer à se préparer finalement assez tôt. Pour les TL, c'est votre deuxième texte, puisque vous en avez deux au programme. Le premier, c'était le texte de Sartre qu'on avait lu en début d'année, L'existentialisme est un humanisme. Et pour les TS, c'est votre premier texte, puisque vous n'en avez qu'un seul au programme. Pour les TS2 et les TL, on a également sous le coude le texte du banquet, dont on avait lu des extraits significatifs, qui peut remplacer l'une ou l'autre de mes propositions, là, s'il y avait un texte qui vous posait des difficultés, mais il faudrait me le dire, bien sûr, avant le mois de juin, donc avant que je fasse la liste définitive de vos textes étudiés pendant l'année. Alors, la question qu'on va se poser durant ce chapitre, elle nous permettra de lire le texte de Descartes. Un petit extrait en tout cas de ce texte, le discours de la méthode de Descartes, qui comporte 6 parties, et nous, on va lire ensemble simplement la troisième partie, qui traite de la question de la morale. Et donc, la question en fait qui va nous aider à lire ce texte et qui va être en même temps comme une question de chapitre, eh bien c'est la question suivante. Toute morale est-elle provisoire ? Autrement dit, est-ce que nous pouvons avoir une morale qui ne soit pas autre chose qu'un ensemble de repères, de guides et de questionnements qui sont toujours provisoires au cours de l'existence ? Ou bien est-ce qu'on peut vraiment dans l'existence formuler à un certain moment une morale qui aurait un caractère définitif ? Donc pourquoi on se pose cette question ? Eh bien parce que c'est précisément la thèse de Descartes dans ce livre. Descartes, en fait, dans le discours de la méthode, c'est un petit texte qui porte plutôt sur la question de la vérité, sur la question scientifique. Donc c'est un petit texte qui pourrait plutôt être étudié dans le chapitre qu'on a vu avant les vacances, les chapitres d'épistémologie. Mais en fait, Descartes nous dit, finalement, je me mets à la recherche de la vérité, je ne sais pas s'il existe une vérité définitive, je ne sais pas encore quels sont les critères de la vérité, l'un d'entre eux sera par exemple la manière dont on découvre le cogito, mais je ne suis pas sûre de savoir s'il existe une vérité définitive, et même si elle existe, est-ce que je la reconnaîtrai, est-ce que j'en connais les critères ? En attendant, la vie suit son cours, l'existence suit son cours. La vie me confronte à un certain nombre de choix, les rencontres, les hasards, les chemins que nous prenons dans l'existence, bon gré, mal gré, nous confrontent à un certain nombre de choix. Et donc ce que nous dit Descartes, c'est très pertinent. Bien, il nous dit finalement, je ne peux pas attendre d'avoir résolu dans mes livres scientifiques la question de la vérité, ce qu'il va faire pourtant, pour me poser d'emblée la question de la morale, parce qu'il faut que je sache comment me comporter dans l'existence, même si je n'ai pas encore fait un sort à la question de la vérité. Donc Descartes rédige assez au début de l'œuvre, finalement la troisième partie c'est encore le début, puisque la première partie est une partie qui présente le parcours de Descartes. Au début de l'œuvre, il dit, voilà, je vais faire une morale provisoire, et si à un moment donné j'avance plus sur la question de la vérité, je reviendrai sur cette question de la morale. Donc il formule une morale provisoire, pourquoi ? Parce qu'il dit je ne peux pas attendre pour me comporter dans l'existence d'avoir terminé tous mes écrits scientifiques. La vie en attendant me confronte à un certain nombre de choix, les relations amoureuses, Descartes a eu une fille me semble-t-il, donc avoir un enfant, être confronté à des choix, écrire tel livre ou ne pas l'écrire, aller voir la princesse Christine de Suède pour répondre à ses questions et attraper une pneumonie au passage ou ne pas y aller. Descartes choisira d'y aller et attrapera une pneumonie qui lui sera d'ailleurs fatale. Voilà. Enfin bref, donc la vie nous confronte à un certain nombre de choix et on ne peut pas attendre finalement faire le philosophe et attendre d'avoir résolu la question de la vérité. Il faut déjà que nous sachions à minima comment nous comporter dans l'existence. Et l'anecdote un petit peu, c'est que après avoir rédigé cette morale provisoire, en quelque sorte qu'on appelle une morale par provision, c'est-à-dire en attendant, Descartes n'en rédigera pas vraiment une version définitive. Il parlera encore de morale dans d'autres œuvres, mais il ne rédigera pas en tant que telle une version définitive qui viendrait parachever cette première tentative de morale ou cette première hypothèse. D'où la question, est-ce que Descartes n'était plus intéressé par la question de la morale ? Est-ce qu'il n'a pas eu le temps ? Vraisemblablement, il a eu le temps. Ou est-ce que finalement, il s'est dit, après avoir écrit, au fond, ma morale provisoire,
dans l'existence, toutes les morales sont toujours provisoires. L'existence nous confronte à un tel nombre de surprises que notre morale ne peut être que provisoire. D'où notre question, est-ce qu'on peut formuler une morale définitive pour se conduire dans l'existence, ou bien est-ce que toute morale est toujours provisoire? Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien problématiser un tout petit peu cette question de la morale dans cette première vidéo. Et puis dans la vidéo suivante, on commencera à lire et à commenter le texte cartésien ensemble. Je parle de morale depuis tout à l'heure sans vraiment le définir. On peut peut-être donner deux définitions de la morale, la définition commune et la définition philosophique. Vous savez bien qu'une définition, ça n'est pas un concept. Une définition, c'est un usage du mot, un usage reçu, voilà. Alors qu'un concept, du point de vue philosophique, c'est de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que cette notion, qu'est-ce que c'est que la morale, en quoi ça se distingue de choses proches, comme le devoir ou comme les maximes qui sont héritées de l'éducation ou de la religion. Qu'est-ce que c'est en particulier que cet objet, la morale, et qu'est-ce que ça peut être un concept de la morale? Comment dire clairement ce que c'est que la morale? Alors, le premier usage du mot, en fait, il n'est pas du tout philosophique. Pour nous, la morale, c'est l'ensemble des choses plutôt apprises d'ailleurs qui nous conduisent à nous guider dans l'existence. Nous avons tous appris au cours de notre éducation, probablement, qu'il ne fallait pas tuer. Ça, c'est une morale assez commune, qu'il ne faut pas faire de mal à autrui. C'est une morale également assez commune, que l'on retrouve par exemple dans la morale religieuse. On a pu apprendre également qu'il était immoral de mentir. Et voilà, tout ça, c'est de l'ordre de la morale héritée. Alors, il y a plusieurs enjeux à propos de cette morale qui est héritée, c'est-à-dire qu'on nous apprend, qu'on nous inculque précisément à quel moment dans l'enfance. À un âge où finalement on ne sait pas du tout comment se comporter, on va nous inculquer de premiers principes qui vont être appris, qui vont être hérités. Et ces premiers principes moraux, en quelque sorte, ils vont nous servir de morale provisoire. C'est la morale de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas encore assez d'expérience de l'existence pour savoir par lui-même comment il faut se comporter. L'interdiction de faire du mal à autrui, par exemple, elle est importante parce que dans un jeu, dans un dessin animé, dans un jeu vidéo, dans n'importe quelle production artistique, on peut trouver des personnages qui font du mal à d'autres personnages et donc il convient d'expliquer à l'enfant que c'est imaginaire et qu'en réalité on ne fait pas ça. Donc cette morale, elle est acquise dans l'enfance, précisément. Est-ce qu'elle n'est pas par elle-même censée avoir un caractère provisoire? Il y a un certain nombre d'éléments dans notre morale héritée, qu'elle soit religieuse ou qu'elle vienne des parents, que nous conservons et puis d'autres que nous ne conservons pas. On nous apprend à ne pas mentir et en réalité on ment sans cesse. Donc voilà, la morale héritée, c'est notre sens le plus courant de la morale, alors même que notre morale en vérité n'est pas totalement une morale héritée. Alors, d'un point de vue philosophique, le concept de la morale, c'est pas forcément quelque chose dont on hérite. Il y a nécessairement une dimension d'héritage pour ce qui concerne la morale parce que la manière dont on se comporte dans l'existence, c'est quand même culturel. Par exemple, moralement, on va apprendre à l'enfant qu'il ne peut pas se promener tout nu. C'est pas possible. Même si c'est drôle, même si pour lui c'est absolument sans conséquence, voilà, il peut pas. Il peut pas non plus sortir en short en plein hiver parce que ça l'amuse. Ça n'est pas possible. Tout cela, ça n'est pas la question du bien et du mal au sens religieux, c'est simplement la question de la manière dont on est tenu de se comporter ou dont il serait mieux qu'on se comporte. Ça, c'est la question, c'est le domaine précisément de la morale. On apprend finalement ces éléments à minima et ces éléments a priori on les conserve. On ne sort pas en short en plein hiver et on sort rarement de chez soi complètement nu. Ce n'est pas possible et d'ailleurs cette morale elle devient même une morale dominante, une morale sociale puisque sortir de chez soi complètement nu c'est même interdit par la loi. Donc, on passe du domaine moral au domaine légal. Donc ça on va le garder. Alors qu'il y a d'autres éléments comme la question du mensonge par exemple qu'on ne va peut-être pas conserver dans notre morale. Soit parce qu'on l'a décidé, soit parce que c'est accidentel. Il va falloir évidemment qu'on se pose également cette question. Alors, le concept de la morale en philosophie, d'abord c'est un domaine, la morale, et ensuite dans ce domaine, il va falloir trouver des axiomes, des propositions qui nous permettent de savoir comment nous comporter dans l'existence et qui nous permettent de savoir ce que l'on va s'interdire en fait.
ou interdire à ses propres enfants du même coup. Alors, le domaine d'abord de la morale, on peut déjà le distinguer du domaine de l'épistémologie par exemple. L'épistémologie concerne la question de la vérité, c'est une question théorique, voilà, comme tous les chapitres sur la science qu'on a fait avant les vacances. Alors que le domaine de la morale, c'est finalement le domaine de l'action. Et au fond, qu'il s'agisse de la question de ne pas tuer autrui, de la question de ne pas sortir de chez soi complètement nu, ou de ne pas mettre un short en plein hiver, même si évidemment ces questions, ces exemples n'ont pas le même degré d'importance, finalement tous rentrent dans le domaine de la morale, parce que la morale, c'est le domaine des actions pratiques de l'homme. C'est le domaine pratique, c'est le domaine de l'action. Donc la morale en philosophie, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste finalement que notre acception habituelle de la morale, c'est-à-dire les principes que mes parents m'auront appris et que j'aurai conservés. D'autre part, en philosophie, savoir comment se comporter dans l'existence, c'est aussi réfléchir sur les manières dont je peux me comporter dans l'existence. Autrement dit, quelque part, la définition philosophique de la morale, elle va rentrer en confrontation avec la définition habituelle de la morale qu'on trouve dans le langage courant. Le langage courant met l'accent sur une morale qui est héritée. Dans cette société, je ne me promène pas nue, je ne tue pas les autres, je ne leur fais pas de mal gratuitement et j'essaie de ne pas leur mentir. Et la dimension philosophique, c'est que la morale est une action que je décide de faire parce que j'y aurais réfléchi. Autrement dit, c'est un peu contradictoire en fait. Dans le langage courant, c'est ce qu'on m'a appris à faire. Dans le langage philosophique, la morale, c'est ce que je décide librement de faire après réflexion. Alors ça nous confronte à un certain nombre d'enjeux. D'abord, est-ce que tout ce qui concerne le domaine moral dans mon existence, autrement dit toutes mes actions, est-ce que c'est toujours réfléchi ? Et donc, est-ce que toutes mes actions sont vraiment des actions libres ? Si elles ne sont pas réfléchies et qu'elles sont simplement héritées, enfin qu'elles proviennent d'un contenu hérité, pour autant c'est moral au sens courant du terme, est-ce que c'est réfléchi ? Donc est-ce que c'est libre ? Est-ce qu'il m'arrive de me comporter moralement au sens courant sans que ce ne soit réfléchi ? Et d'un point de vue philosophique, si je ne réfléchis pas à mes actions, je ne suis pas un être moral. Donc se comporter finalement en adéquation totale avec une morale héritée n'est pas faire œuvre de morale au sens philosophique. Dans le quotidien de mon existence, toutes mes actions ne sont pas réfléchies. En ce qui concerne la morale héritée, là de même, je n'ai pas besoin de réfléchir. Donc tout cela, au sens philosophique, n'est pas encore de l'ordre de la morale. La morale au sens philosophique, c'est donc l'action que je décide de faire parce qu'après réflexion, dans les circonstances dans lesquelles je suis placée, dans la culture dans laquelle j'évolue, eh bien cela me semble juste, cela me semble bon, cela me semble le meilleur choix possible, ou bien on va dire le moins pire des choix possibles. Voilà, ça c'est ce que c'est que la morale. Évidemment, on va se poser la question de la morale héritée et de la morale réfléchie, donc de la morale au sens courant du terme et de la morale au sens philosophique, parce que ça permet aussi de poser la question du caractère provisoire de la morale. Si ma morale est totalement héritée, du fait de mes parents, du fait d'un système social, du fait d'une certaine culture, alors ma morale est définitive. Est-ce qu'il me suffit d'apprendre un contenu moral et de l'appliquer pour être vraiment un être moral ? Est-ce qu'il me suffit de savoir qu'on ne doit pas tuer pour être un être moral, donc être simplement un être qui applique, un être qui est dressé Pardon. Ou bien, est-ce qu'il faut que j'intègre Saint-Attardit comme étant le mien, par exemple en me disant il ne faut pas tuer autrui parce que je n'ai pas le pouvoir de décider de qui doit vivre et qui doit mourir, parce que je ne suis pas un juge en charge de la peine de mort, par exemple. Donc une réflexion à minima qui me permette d'accepter cet héritage, mais qui finalement est moins, là cette fois, une morale héritée qu'une morale réfléchie, puisque j'ai intégré cette idée morale pour une raison qui m'appartient. Donc je l'ai pleinement intégrée, je l'ai réfléchie, et donc là, à ce moment-là, même si on est dans de la morale héritée, puisqu'il y a une réflexion qui me permet finalement de me souvenir pourquoi il faut et ne faut pas faire certaines choses, on entre précisément dans le domaine de la morale philosophique.
Alors, le problème de la morale héritée, évidemment, c'est que d'abord, il y a un certain nombre de circonstances qui changent sans cesse. Les circonstances de l'existence changent, la culture ou les cultures, elles sont en perpétuelle évolution. Donc, la morale héritée, je suis bien obligée de la réfléchir et de l'adapter à ma manière d'exister et aux circonstances dans lesquelles je suis placée, sans quoi, en fait, ce n'est pas possible. C'est complètement illusoire de pouvoir appliquer une morale qui a été décidée par d'autres personnes qui avaient d'autres circonstances d'existence. D'accord ? Nos parents nous éduquent dans ce qui est pour eux leur présent, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de nous éduquer pour ce qui sera notre présent, ce qui pour eux est l'avenir, ils ne disent pas l'avenir. Donc ils nous éduquent compte tenu du fait que pour eux les circonstances sont fixes, sont stables. Or, quand nous grandissons, les circonstances de l'existence autour de nous ont changé par rapport à ce que nos parents ont connu. Je pense par exemple à la question du travail, voilà un exemple tout simple. Il est bien évident que sur des questions qui se placent en dehors d'un contexte historique, social ou culturel précis, comme la question de la place d'autrui dans la morale héritée peut être parfaitement bonne, parce que évidemment le parent a une réflexion que n'a pas l'enfant, un recul et une expérience que n'a pas l'enfant, et lui permet évidemment d'hériter d'une morale qui est utilisable et qui peut même parfois être juste. En revanche, pour tout ce qui est attelé à des circonstances qui peuvent changer. La question du travail, la question de savoir si on doit travailler, à quel point on doit travailler, avec quelle passion, quel intérêt on doit mettre dans le travail, c'est en cela une question morale. Il est tout à fait possible que, je ne sais pas, des parents qui sont un peu plus âgés, qui ne connaissent pas le travail dans sa fonction capitaliste, nous disent « il faut vraiment travailler, le travail c'est très important dans l'existence, c'est ce qui permet de se réaliser, etc. » Et puis l'enfant placé 20, 30 ans plus tard dans les conditions d'une économie ubérisée, d'une économie capitaliste à l'extrême, eh bien, il serait en fait moralement plus sain pour lui de ne pas travailler jusqu'à l'épuisement de ses forces, puisque ce travail-là, au contraire, pour lui, n'est pas positif. Je vous renvoie à tout notre chapitre sur le travail. Ce travail-là n'apporte rien. Voilà, donc voilà un exemple de contenu de morale pour lequel les circonstances peuvent avoir changé, pour lequel on ne peut pas se contenter en fait d'une morale qui est héritée. Alors, une morale héritée, c'est une morale fixe, c'est une morale qui pourrait être définitive. Or, évidemment, là, ça ne suffit pas, parce qu'on voit bien que même une morale héritée doit être réfléchie et traitée par le sujet pour devenir, au sens philosophique, une morale. Donc, je reviens sur notre question. Peut-on formuler une morale définitive, ou bien toute morale dans l'existence est-elle toujours provisoire? Alors, d'abord, pourquoi est-ce que nous voudrions formuler une morale définitive? Bien peut-être parce que nous voudrions pouvoir faire des choix dans l'existence, des choix qui soient stables, parce que nous n'avons pas le désir de changer d'avis tout le temps, parce que nous avons besoin de nous confronter à une action qui soit suffisamment stable et suffisamment fixe pour savoir qui nous sommes. Peut-être aussi parce que, plus que pour la science, nos choix en morale disent un peu qui nous sommes et que nous voudrions être quelqu'un de précis, que nous voudrions que nos actes nous inscrivent dans le monde, que nous voudrions que nos actes fassent de nous quelqu'un. On avait déjà dit dans notre premier chapitre que notre identité en tant que telle, ce que je suis, ce que je pense, la façon dont je me comporte, eh bien, ce que je suis évolue sans cesse. Et la seule chose, on l'avait dit en fin de chapitre, qui peut me donner un sentiment d'identité, c'est mon projet. Or, si mon projet n'est pas articulé sur une morale un petit peu stable, au fond, je n'ai pas de projet. Donc, le désir d'une morale définitive, c'est aussi le désir de s'inscrire dans l'existence en étant véritablement quelqu'un, en ayant un projet de vie personnel. Ceci étant dit, l'idée d'une morale définitive se heurte à un certain nombre de difficultés qu'on va devoir réfléchir. D'abord, est-ce que je peux faire les mêmes choix de morale à 20 ans qu'à 40 ans? Est-ce que j'ai la même expérience de vie? Est-ce que je suis capable de la même réflexion morale pour faire les mêmes choix? Évidemment que non. Je ne suis pas capable de la même réflexion morale parce que je n'ai pas les mêmes connaissances, parce que tout simplement je n'ai pas la même expérience de l'existence, de toutes les surprises que peut apporter l'existence à 20 ans, à 30 ans et à 40 ans.
Donc une morale fixe, définitive, n'est de toute façon pas possible pour un sujet qui évolue sans cesse. De plus, si la morale d'un point de vue philosophique dépend d'une réflexion du sujet, nous avons bien sûr appris que notre réflexion elle est toujours dynamique. Si je me laisse aller à rêvasser, il est possible que un sujet entraîne un autre sujet, et que finalement, à la fin de ma rêverie, je ne me souvienne plus de ce qui a fait démarrer ma rêverie, de ce qui l'a fait commencer. Donc, si ma pensée est sans cesse dynamique, et si ma morale doit être réfléchie, alors que ma réflexion est dynamique, comment penser que ma morale peut être définitive? Ce n'est pas possible. Mes choix en morale serait définitif si et seulement si j'étais toujours en train d'exister dans le même contexte. Si et seulement si rien autour de moi ne changeait. Si et seulement si j'avais déjà une expérience complète du monde, ce qui n'est pas possible. Donc on voit que la morale ne peut définitivement pas être définitive. Pour autant, qu'est-ce que ça veut dire qu'une morale provisoire? Est-ce qu'une morale provisoire, ça veut dire que nous changeons finalement de manière de se comporter moralement tout le temps? Est-ce qu'une morale provisoire, ça signifie finalement que nous pouvons changer de morale comme de chemise? Est-ce que ça signifie que nous n'avons aucune stabilité dans le domaine, qui est quand même le domaine existentiel le plus important, des actions qui vont déterminer finalement de ce que sera ou de ce qu'est notre existence? On voit donc que la morale aura toujours nécessairement un caractère provisoire pour l'homme. Est-ce que ça signifie que ce caractère provisoire lui dénie toute importance? Est-ce que ça signifie qu'on peut accepter n'importe quelle maxime morale ou n'importe quelle décision morale sous le prétexte que la morale comporte un caractère provisoire? Évidemment que non. Alors, je vais vous reformuler en 2 mots la problématique qui va nous guider dans la lecture de la 3e partie du discours de la méthode de Descartes. Est-ce que nos actions sont toujours morales d'abord? Est-ce que nous réfléchissons toujours à nos actions? Si nous n'avons pas le temps de réfléchir toujours à nos actions, il serait souhaitable que nous établissions, comme Descartes, une morale qui nous permette, face à l'action, de savoir déjà ce que nous avons prévu. Cela dit, cette morale est bien provisoire comme chez Descartes, puisque lorsque nous réfléchissons à nos actions possibles, nous ne sommes pas soumis à tous les choix, à toutes les expériences auxquelles l'existence va nous confronter. Nos actions ne sont pas toujours informées par une réflexion, nous n'en sommes pas toujours satisfaits d'ailleurs, ce qui prouve aussi le caractère contingent de la morale, son caractère incertain, parce que sinon nous ne connaîtrions pas le remords et le regret. Est-ce que notre morale fait l'objet d'un choix qui est totalement libre ou est-ce qu'elle est, pour une grande partie, héritée? Nous allons devoir répondre à cette question. Elle ne peut pas être totalement héritée, on ne peut pas juste appliquer une morale, il faut nécessairement la penser, mais cette morale que je pense, est-ce que je suis capable de la penser en dehors de l'héritage culturel, de l'éducation qui m'a permis d'avoir cette morale? Donc, si je reformule un petit peu les difficultés. Si nous voulons exister dans le monde, être quelqu'un et défendre des idéaux, nous aimerions n'avoir pas une morale totalement provisoire qui peut être chaque jour modifiée, qui nous ballotterait comme les joncs, comme disait Montaigne à propos de l'identité, qui ferait de nous chaque jour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas de stabilité, quelqu'un qui n'a pas de projet, quelqu'un qui éventuellement n'a pas de courage. Nous aimerions tendre vers une morale qui soit un peu plus certaine, un peu plus immuable, mais pour autant, peut-elle vraiment être définitive? Une morale définitive, au contraire, c'est une morale qui soit n'est pas réfléchie, soit est tout bonnement dangereuse puisqu'elle ne se modifiera pas alors que les circonstances autour de moi auront changé. Donc, si elle n'est pas réfléchie, elle est en soi une morale qui ne me permet pas d'être un sujet libre. Et puis, si simplement elle a été réfléchie mais elle ne correspond plus au réel, elle est tout aussi dangereuse puisque je risque de faire de mauvais choix. Donc, on voit qu'une morale ne peut jamais être totalement définitive, mais tout n'y est pas provisoire pour autant. Alors, je vous reformule la problématique. Si l'action suppose la réflexion pour être philosophiquement morale, et que notre pensée est marquée par un dynamisme constant, et que notre vie nous confronte aux surprises, comment penser que la morale pourrait être autre chose que quelque chose de provisoire? Si, de plus,
Une morale définitive pour l'homme n'est pas possible parce que l'homme est un être en constante évolution qui apprend au fur et à mesure de ses expériences et qui réfléchit. Comment penser que la morale peut être autre chose que provisoire? Et pourtant, est-ce qu'une morale provisoire, c'est nécessairement une morale qui change sans cesse, qui est liée au hasard ou qui est fragile? Une morale provisoire, ça a l'air d'être une contradiction dans les termes, puisque si c'est une morale, ça fait l'objet d'une réflexion et que notre réflexion, elle tend quand même vers quelque chose de stable. On ne change pas de réflexion morale chaque jour. Provisoire, ça va signifier que la morale peut changer, mais sur de plus longues échelles de temps. Donc, si notre morale ne peut pas paraître elle-même être définitive, si elle est nécessairement provisoire, comment faire en sorte d'avoir une morale pourtant stable, qui conserve ce caractère provisoire, qui en fasse un caractère non pas définitif mais stable de ma réflexion morale au cours de l'existence? Et puis de toute façon, si je ne peux pas avoir de certitude sur le vrai, comment pourrais-je avoir des certitudes dans le domaine moral? Ça n'est pas possible. Donc, comment concilier dans l'existence humaine une morale provisoire et une certaine stabilité dans l'action et dans le projet? C'est ce que va nous proposer donc Descartes dans la troisième partie du discours de la méthode qu'on va lire ensemble pour faire la partie sur la morale. Voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on commencera à lire un petit peu Descartes ensemble. Vous pouvez déjà parcourir un petit peu le texte par vous-même, il n'est pas très difficile, il n'est pas très long, ça nous facilitera la tâche. Et puis dans la prochaine vidéo, on fait de la lecture, explication de texte qui à la fois vous entraîne à l'épreuve de bac ou de concours, peu importe, parce qu'en philosophie, les épreuves sont aussi des épreuves de concours d'école, donc on peut continuer à s'entraîner de toute façon. Donc on va expliquer le texte sur un mode d'explication de texte de concours ou de bac, c'est pareil, au fur et à mesure de nos vidéos précédentes, voilà, avant de quitter Descartes. Voilà, bonne journée.